Bonsoir ou plutôt bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et bienvenue dans ce fabuleux second épisode de Parlons Jaquette, le format où tu viens, tu t'assois et tu parles de ton film en partant bien sûr de la jaquette. Et ce soir, je reçois un nouvel invité. Alors moi, je le connais sur Twitter sous son pseudonyme Vinciné42. Mais bon, je vais le laisser se présenter beaucoup plus glorieusement. C'est à toi. Merci. Moi, c'est oui, effectivement, Vinciné42 sur Twitter. Après, j'ai aussi Papanotrube aussi. Je suis rédacteur notamment pour le site Cinéverse. Mon prénom pour les intimes, c'est Vincent. Et voilà, et ma passion, évidemment, c'est le cinéma avant tout. Ok, et du coup, très cher Vincent, qu'est-ce qui t'amène chez nous en cette soirée glorieuse et fabuleuse? Lorsque tu as cité, donc tu as dit que tu allais lancer des invitations pour parler de jaquettes, je me suis dit, ah chouette, j'ai plus de 1000 DVD et Blu-ray à retrouver dans ma bibliothèque pour te les filer et excuse-moi, on peut en parler. Sauf que j'ai eu la bonne idée de déménager, donc du coup, j'ai aucun DVD de dispo, hormis quelques-uns que j'avais mis de côté, dont un petit film pas très connu d'un certain Sergio Leone, qui s'appelle Il était une fois dans l'Ouest. Donc voilà, c'est la jaquette dont je vais te parler aujourd'hui. Il était une fois dans l'Ouest. Alors ça dépend par rapport où on se situe, hein, il me semble, l'Ouest. Oui, alors l'Ouest, Ça se passe en Bretagne, c'est ça? dans l'Ouest américain, il me semble. D'ailleurs, ce qui est assez drôle avec Il était une fois dans l'Ouest, donc qui est considéré comme un western spaghetti, c'est le premier western spaghetti qui a été en partie, bon, une petite partie, mais en partie tourné aux États-Unis. Sergio Leone a déplacé ses caméras, notamment dans les paysages de Monument de Valley, dont je vais revenir un peu après dessus pour expliquer son choix de tournage aussi là-bas. Ok. Ok, bah écoute, dans ce cas-là, je vais d'abord te laisser, vu que c'est toi qui as la jaquette, c'est pas moi, hein, je vais te laisser la Et ouais, présenter, cette superbe jaquette, devant, derrière, sur les côtés, toujours. c'est parti. Alors, ça va être peut-être une première, je ne sais pas, hein, parce qu'en fait, pour un grand film, je trouve que cette jaquette est un peu décevante. Alors, c'est avant tout un Blu-ray, donc en steelbook, donc en métal, hein, enfin effet métal. Donc, il n'y a aucun papier collé dessus. C'est vraiment même le résumé est écrit à même le steelbook, donc imprimé dessus. Sur la première page, donc du coup la page de couverture de la jaquette, tout en haut, on commence par le terme Blu-ray plus DVD, c'est la lanière toute bleue, Ok, ouais, avec le le gros marquage un logo peu Floradisc. dégueulasse. Voilà, qui fait un peu tache sur un steelbook. La couleur de la jaquette un peu en gris, un peu anthracite aussi, donc du coup ça rend pas super bien après, notamment avec les couleurs que je vais te donner, notamment pour le titre et les personnages. Si on commence, donc on commence par les noms des actrices et acteurs, notamment les quatre principaux. Donc en tout bien tout honneur, on va commencer par la plus belle actrice du monde qui s'appelle Claudia Cardinal, qui se situe tout en haut de la liste dans cette jaquette-là et qui se situe tout en bas de la photo, puisque sur cette jaquette, ce n'est pas l'affiche légendaire de Était une fois dans l'Ouest qui a été choisie par Paramount, mais une photo des quatre personnages positionnés de façon assez bizarre. Notamment le personnage d'Harmonica qui tient son pistolet en mode duel avec le personnage de Frank joué par Henry Fonda, sauf qu'ils ne se font pas face, donc du coup ça fait un peu bizarre. Et le personnage de Jason Robards qui s'appelle Cheyenne, qui est à genoux derrière Claudia Cardinal, et là non plus on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il regarde. En fond, on a par contre le train qui rappelle le thème principal de Était une fois dans l'Ouest, qui est la conquête de l'Ouest par le train et l'effacement du vieux monde européen qui a été amené sur le territoire américain. Donc du coup, Claudia Cardinal. Ensuite, Henry Fonda, le nom se situe juste en dessous de Claudia Cardinal sur la gauche, avec Jason Robards sur la droite, et en dernière position, Charles Bronson. Après ce quatre acteurs qui a été présenté, on retrouve un film de Sergio Leone. Donc du coup, on marque le nom du réalisateur juste au-dessus du titre, beaucoup plus gros et beaucoup plus imposant, Il était une fois dans l'Ouest. Avec à chaque Bien fois une belle couleur, description. ouais, après à chaque fois un peu sombre, un peu marron, enfin voilà, donc je trouve c'est que cette jaquette rend pas honneur forcément au grand film qui était une fois dans l'Ouest,
J'avoue que je ne comprends pas trop ce choix de jaquette. D'ailleurs, on va Après, revenir. après, on Ouais. peut partir du principe que ces jaquettes-là, elles sont pas validées par, malheureusement en fait, hein, par des cinéphiles, hein, mais elles sont validées par une équipe marketing. Ah oui, oui, totalement. Et surtout qu'en plus, quand tu retrouves les albums qu'ils ont fait récemment, qu'ils ont remaster d'albums de New Morricone pour le film, c'est cette pochette-là qui a été également choisie. Donc c'est un pur choix, je pense, pour signifier Était une fois dans l'Ouest. C'est celle-là qui a été décidée pour les ressorties, notamment donc, du film et sur CD de la musique légendaire d'Ennio Morricone. D'ailleurs, fait assez plutôt drôle, sur cette jaquette, il n'y a aucune mention d'Ennio Morricone dessus. Et on va C'est très revenir à triste. ce qui est très triste, mais qu'il n'y a aucune mention non plus d'Ennio Morricone derrière. Puisque là, on va finir par y arriver à un moment donné. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'effectivement, on retrouve les 4 personnages principaux, le nom du réalisateur Sergio Leone, encore heureux, mais pour moi, l'autre personnage important du film, qui est Ennio Morricone, n'apparaît pas dessus, et je trouve ça plutôt décevant. C'est surtout d'autant qu'on sait, enfin bon, je sais qu'on va très certainement l'aborder après, mais dans un film fait par Sergio Leone, au final, c'est un film qui est conçu à la fois par Sergio Leone et Ennio Morricone, tout de même. Enfin, Bah, il y a une vraie symbiose. c'est bien que tu en parles d'ailleurs, parce que je voulais aussi en parler un peu après, mais on peut commencer à en parler maintenant. Sergio Leone a fait une première aussi dans sa façon de concevoir un film. Donc au moment où le scénario était déjà écrit, je reviendrai sur ceux qui ont écrit le scénario d'ailleurs après. Il a demandé en fait à Ennio Morricone de composer la musique avant le tournage. Chose qu'il avait déjà essayé de faire sur la trilogie de Dollars sans parvenir à y arriver, par manque de moyens, par manque de temps. Que la trilogie de Dollars, il l'a bouclé quasiment en 1 an et demi au niveau du tournage, donc des 3 films. Donc au niveau de la musique, c'était très compliqué pour Ennio Morricone d'arriver à suivre le rythme. Là, par contre, il lui a laissé plus de temps pour composer la musique afin de l'avoir sur le tournage. Donc ça se fait qu'en fait, il a mis la musique du film sur le tournage afin de donner une musicalité à sa mise en scène, notamment à ses jeux en fait d'actrices et d'acteurs sur le tournage. En fait, pour les diriger, il utilisait la musique pour leur donner le tempo, pour leur donner leur thème à eux et de quelle façon ils devaient jouer leurs émotions. Et c'est pour ça que ça donne à Était une fois dans l'Ouest cet effet un peu opératique, crépusculaire, une sorte d'opéra de violence et de mort, grâce à la musique d'Ennio Morricone notamment, et grâce en fait à la musicalité de la mise en scène de Sergio Leone, servie grâce à ça en fait. Tout du moins, ça donne, outre le cadre donné par le metteur en scène, ça donne aussi du cadre par l'atmosphère globale du film, de toute façon. Et oui, c'est ça. Et en plus, je sais pas, tu te souviens forcément de l'introduction de Était une fois dans l'Ouest, qui fait partie des plus grandes introductions de l'histoire du cinéma. Sergio Leone avait demandé à Ennio Morricone de composer une musique, d'ailleurs pour cette introduction, qui n'en comporte aucune, si tu t'en rappelles bien. Et Ennio Morricone n'arrivait pas à écrire un thème dessus, ou du moins un thème qu'on peut convaincre Sergio Leone. Il va à un concert en Italie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ennio Morricone a peur de l'avion, donc il travaille uniquement quasiment en Italie, ou alors en Europe. Il va à un concert en Italie, en fait, d'un musicien, artiste de performance qui ne fait que de la musique avec du bruitage. Je sais qu'il utilise des poubelles, il utilise ce genre de choses, donc des choses qu'on connaît aujourd'hui, mais des choses rares à l'époque. Et Ennio Morricone, à la fin du concert, en est ressorti totalement ravi, a appelé Sergio Leone et lui a dit « L'introduction, on le fait uniquement à base de bruitage ». Et ça fait que Ennio Morricone, en fait, a composé à base de bruitage tous les bruits qu'on entend dans le film, de l'introduction, qui va du bruit de goutte qui tombe sur le chapeau d'un des 3 personnages, le bruit de la mouche, etc. Tout ça coïncide à construire cette atmosphère justement de cette introduction. Donc il n'y a pas de musique, mais Ennio Morricone a quand même mis sa patte dans cette introduction. On a déjà attaqué le film au final. Et oui, En c'est tout ça. cas, Oui, non, commence bien. mais on commence En déjà. fait, dans le sens où les œuvres de Sergio Leone, en tout cas, moi je sais que je les perçois comme ça, comme d'autres cinéastes, quelques-uns d'autres, ou d'autres artistes, en fait, ce sont des œuvres totales. Vraiment, c'est l'art total pour moi, puisque on ne fait pas intervenir qu'un seul art pour créer l'œuvre finale.
Il y a certains films où en fait la musique est prépondérante, l'image est prépondérante, la colorimétrie est prépondérante, etc. Alors que pour moi, en tout cas, ces films-là ont une comment dire, ils ont vraiment cet aspect d'être un art total. On prend tous les arts possibles qui peuvent rentrer dans un film et on les réunit et on les fait agir. Une fois de plus, je reviens sur ce mot-là, mais en symbiose en fait. Oui, mais c'est ça, et c'est pour ça aussi que c'est un film qui est choral, totalement participatif aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que, alors c'est un des bonus du film dont je vais t'en parler après, qui en parlait aussi, et qui disait qu'en fait, ce qui a permis à Était une fois dans l'Ouest d'arriver à ce niveau-là, c'est qu'en fait, tout le monde était en symbiose sur le tournage à vouloir rendre le film le plus fort possible. Et il y avait une sorte d'union sacrée entre toutes et tous qui était assez fort sur le film, qui a permis de lui donner cette ampleur-là. Notamment par la musique, comme tu le dis, par l'image aussi, par la photographie, par la réalisation de Sergio Leone, et aussi parce que Sergio Leone, à ce moment-là, aussi de sa carrière, prenait aussi conscience de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait produire. Il l'a dit un peu de façon un peu peut-être égocentrique ou je ne sais pas, mais qu'en fait pour lui, faire Était une fois dans l'Ouest, c'était montrer aux Américains qu'avec un western, on pouvait faire un chef-d'œuvre, un grand film de cinéma. Les Américains en avaient déjà fait, évidemment, notamment des films qui ont inspiré Sergio Leone, comme La prisonnière du désert ou L'homme de la vallée perdue, etc., ou même Les Sept mercenaires. Mais ils voulaient vraiment faire un film, un vrai pamphlet, c'est-à-dire un vrai film fleuve, non seulement sur le western, mais sur le cinéma américain de western, et aussi sur l'histoire américaine également. Du coup, on va passer à ce qui se passe derrière. Tout à fait. Allez, on y va. Donc ce qui se passe derrière, pareil, on reste sur le même thème de couleur, de gris anthracite. On retrouve l'affiche du film qui se retrouve derrière. C'est l'affiche que je te disais avec les trois personnes, enfin le trio qu'on retrouve sur les quais de la gare face à Charles Bronson. Cette affiche mythique que normalement on aurait pu penser retrouver sur la jaquette principale, mais ils ont préféré montrer les quatre acteurs principaux. D'ailleurs, fait plutôt drôle, je ne sais pas si toi tu le savais, les trois qu'on retrouve donc au début du film, scène d'introduction, donc les trois acteurs qui sont joués par Jack Elan, Woody Strode et Al Murlock, en réalité c'était pas eux que Sergio Leone voulait faire jouer dans cette scène-là. Il voulait rendre un dernier hommage à ses trois films précédents, notamment Le Bon, la Brute et le Truand, en faisant revenir Lee Van Cleef, Eli Wallach et Clint Eastwood. Il a eu un accord pour les deux premiers, mais Clint Eastwood refusa catégoriquement de revenir. La raison, il ne voulait pas mourir dès le début du film. Du coup, Sergio Leone l'a très mal pris. Ils se sont fâchés pendant des années et des années, jusqu'au tournage de Était une fois en Amérique, où Clint Eastwood est venu dire bonjour à Sergio Leone. Et Sergio Leone, en réponse, est venu à l'une des avant-premières de Bird, de Clint Eastwood, des années après, quelques temps avant sa mort d'ailleurs, il me semble. Voilà, d'ailleurs, dernière anecdote d'ailleurs, sur ces trois acteurs-là, Al Murlock, donc, qui joue le troisième des larrons, s'est suicidé pendant le tournage de Était une fois dans l'Ouest. Il s'est défenestré de sa chambre d'hôtel. Donc c'était évidemment après avoir tourné ces séquences. Voilà, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique, notamment pour finir le film. Mais voilà, donc ça fait partie des anecdotes tristes, mais que je me disais que ça serait bien de te raconter. Après, des acteurs qui sont décédés pendant un tournage, c'est arrivé, mais bon, sur des périodes plus récentes, et c'est plus facile de les remplacer. Tout du moins. Numériquement, ouais. Numériquement. C'est mais ça. bon, c'est toujours triste. Brandon Lee, si tu nous entends, tu nous manques. Surtout pour Lee, on aurait peut-être pu avoir une carrière quelque part juste derrière The Crow qui aurait pu être, je pense, intéressante. En tout cas, qui reste un goût d'inachevé. Oui, mais bon. Du coup, qui laisse une trace. Donc pour en revenir à ce que du coup l'arrière de la jaquette, donc il y a un résumé qui a été écrit dessus. Alors tu vas voir, c'est assez, je trouve le texte pas très représentatif du film. Enfin, tu vas voir ce que tu en penses. C'est parti. Donc le film monumental de Sergio Leone. Donc, déjà rien que là, ils te disent déjà monumental, donc on sait qu'ils te vendent le film comme il faut. Ici, dans sa version originale,
Donc ça, c'est normal. Pourquoi il le précise? Parce que le film a connu plusieurs versions différentes, notamment aux États-Unis où il a été très cuté de presque 30 minutes, il me semble. La raison est que les Américains en fait ne comprenaient pas le ton du film, notamment son ton très noir et son ton très méta sur le western américain. Ils le trouvaient également trop violent et le personnage d'Henry Fonda, qui ne correspond pas au dogme non plus américain de l'époque, a plutôt desservi le film aussi là-bas. Par contre, en Europe, le film est sorti dans sa bonne version de montage, et c'est là où il a connu son plus gros succès. Donc la version restaurée du film et la version originale du métrage. Donc je reprends. Et si dans sa version originale, il est considéré comme l'un des plus grands westerns de tous les temps, avec pour toile de fond le vieux West, une lutte pour le contrôle de l'eau dans une ville déserte, entraîne 3 hommes dans un affrontement mêlant cupidité, honneur et revanche. Donc là c'est pareil, tu vois, il parle de vieux West. Alors oui, effectivement, c'est une image des vieux westerns, des vieux héros du western américain, qu'effectivement Sergio Leone souhaite déconstruire. En fait, il y a 2 films pour moi qui représentent bien cette époque-là de déconstruction du mythe du western américain. Donc, Il était une fois dans l'Ouest et La Horde sauvage de Sam Peckinpah sont vraiment 2 films qui, pour moi, essayent de casser un peu ce mythe américain du western. Notamment Sergio Leone, ce qu'il va faire lui, en utilisant les vieux décors, les anciens décors en fait américains, comme Monument Valley, pour créer cette transition vers le western spaghetti, puisqu'en fait la séquence, je ne sais pas si tu te rappelles comment Claudia Cardinal arrive à la ferme des McBain, avant de découvrir le massacre qui avait eu lieu. Elle part de la gare, donc cette scène-là est tournée en Espagne, de mémoire. Cette scène-là est tournée en Espagne. Ensuite, elle traverse Monument Valley, donc cette séquence-là du coup est tournée aux États-Unis, pour arriver à la ferme qui elle est tournée dans les studios italiens de Cinecittà. Donc c'est considéré comme l'un des plus longs voyages de l'histoire en buggy, chevauche, enfin avec des chevals. Avec des chevaux, pardon, excuse-moi. Non, des chevaux. Henry Fonda, dans un de ses rôles les plus sinistres, incarne Frank, tueur à gages implacable et sans remords. Là aussi, c'est une anecdote assez rigolote, c'est qu'Henry Fonda donc, était connu à l'époque pour jouer que des personnages très positifs du cinéma américain. Oui, donc, toujours le sourire et tout en plus. Hein, vraiment toujours une image... le héros, c'était c'était un peu le Tom Hanks de l'époque, même si c'est plus James Stewart le style de Tom Hanks, mais c'est un peu ça, c'est un peu cette image positive américain. Il joue toujours les héros, tu vois débarquer, tu sais que c'est le héros. Et c'est pour ça que Sergio Leone le voulait. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment utiliser aussi Henry Fonda comme point d'appui à son propos de déconstruction du mythe américain. Henry Fonda ne connaissait pas le cinéma de Sergio Leone. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir, puisque les films de la trilogie du dollar sont sortis qu'en 67 aux États-Unis, donc soit 3-4 ans après la sortie en Europe. Du coup, il ne connaissait pas Sergio Leone. Et c'est l'acteur Eli Wallach, qui est ami avec Henry Fonda, qui lui a dit à Henry Fonda, vas-y, fonce, tu ne le regretteras pas. Du coup, Henry Fonda s'est fait diffuser tous les films de Sergio Leone, donc à l'époque, il n'y en avait que 4, donc les 3 films de la trilogie du dollar et son premier film, Le Colosse de Rhodes. Et il a de suite dit oui, du coup, juste après à Sergio Leone. Sauf qu'il a décidé de se maquiller, de se grimer, de se mettre une grosse barbe et de mettre des lentilles de contact pour cacher ses yeux bleus, parce qu'il pensait que ça le rendait trop sympathique. Quand il l'a vu arriver, Sergio Leone, sur le plateau de tournage, je peux te dire qu'il n'a pas du tout apprécié et qu'il lui a dit « Tu m'enlèves tout ce maquillage, ce que je veux, c'est Henry Fonda. Voilà, je veux Henry Fonda. » Et du coup, il a tout enlevé, et c'est vrai que, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu regardes le film, les séquences de violence où Henry Fonda se déchaîne totalement avec ses yeux bleus font totalement flipper. Ah non, mais c'est... Le but, c'est justement de voir, enfin, je pense, hein, de voir au-delà des déconstructions, c'est de voir la décomposition du héros, du héros typique de western américain face à ce qu'était cet Ouest plus réaliste et beaucoup moins fantasmé que, on va dire, le western classique avec John Wayne dedans. Ouais, c'est ça, totalement. Et d'ailleurs, ce qui est moi, une petite anecdote personnelle, c'est que j'ai découvert en fait pour la première fois de ma vie Henry Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest. Donc c'est pour ça que moi dans ma tête, j'ai toujours vu Henry Fonda comme le méchant du cinéma.
Et quand j'ai découvert plus tard dans d'autres films, notamment des films comme 12 hommes en colère ou d'autres films où il joue des personnages positifs, je ne comprenais pas qu'il puisse être un personnage positif. Donc, tu vois, c'est vraiment pour te dire qu'à l'époque, les Américains n'ont pas accepté qu'Henry Fonda soit un personnage négatif à cause de cela. C'est-à-dire que tu le vois la scène où il arrive à la ferme de McBain, parce que je prends le truc à l'envers, du coup les gens qui ne connaissent pas le film vont rien comprendre à ce que je raconte. Mais quand il arrive à la ferme des McBain, quand il sort le pistolet qui le pointe sur le gosse, le regard, le sourire qu'il a, cette séquence-là, elle te glace le sang. En plus accompagné avec la musique de Ennio Morricone, son thème aussi qui est magnifique, il te glace totalement le sang. Non, mais il y a vraiment un esprit qui est véhiculé par ce film, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ce côté positif, ça lui a valu des relations assez compliquées avec Jane Fonda notamment. Et entre Henry Fonda et sa fille Jane Fonda, qui notamment sa fille qui n'aimait pas ce côté ultra positif de son père vis-à-vis du reste de la population. Suite à un problème technique, l'ami Vincent a dû s'absenter quelques instants. Veuillez donc l'excuser et écouter ce petit moment de musique d'ascenseur si réjouissant. Petite précision, ce ne sont pas des problèmes d'érection qui l'ont obligé à s'absenter. Donc, on va reprendre. On était sur Henry Fonda. Ouais, tu racontais pourquoi. Voilà, les relations compliquées avec Jane Fonda, notamment donc sa fille, puisqu'effectivement, elle avait vraiment une posture assez engagée, notamment vis-à-vis du droit des femmes, mais pas que. Et j'ai encore perdu Vincent, malheureusement. Ah, t'es revenu. Allô ? C'est bon, c'est revenu. Voilà, ouais. Je t'ai vu partir et revenir. C'est pas grave, on va laisser tomber parce que visiblement, lorsque je parle de sa fille, ça coupe. Non, vas-y, continue. C'est juste moi qui déconnais en fait avec mon autre. Tu sais que j'étais sur 2 écrans en fait, donc c'est pour ça. D'accord. Donc voilà, les relations assez compliquées parce qu'effectivement, elle avait du mal avec l'image ultra positive de son père qui était renvoyée notamment au reste des Américains, alors qu'au final, notamment dans les années 70 où c'était assez compliqué aux États-Unis, sachant qu'elle prenait vraiment position pour tous les mouvements notamment liés à tout ce qui était guerre du Vietnam, etc., pour lutter contre, alors qu'au final, l'image d'Henry Fonda était plutôt utilisée à des fins de propagande. Voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand ils ont fait le film en 1968, c'était en plein mouvement, justement, féministe aussi. Et c'est pour ça que le personnage de Clotilde Cardinal, à la base, devait pas avoir autant d'importance dans le scénario de Sergio Leone. D'ailleurs, il n'avait quasiment aucune importance. Et c'est l'un des scénaristes, un certain Bernardo Bertolucci, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. Un très grand réalisateur italien, notamment adepte du beurre avec Brando, et qui en fait a imposé entre guillemets à Sergio Leone l'idée d'en faire sa personnage principal, c'est-à-dire vraiment vers qui tout le monde gravite autour en fait. Donc c'était vraiment son idée à lui. Sergio Leone a fini par l'accepter. Et tout ça autour d'un plat de spaghettis. Ouais, autant faire bien les choses. Autant faire bien les choses. Du coup, donc je m'en étais arrêté donc à Henry Fonda. Jason Robards et Cheyenne, accusés à tort du massacre d'une famille. Donc Jason Robards qui joue donc pour moi mon personnage préféré de Une fois dans l'Ouest, qui est Cheyenne.
Assez drôle parce que Jason Robards a failli se faire virer du tournage par Sergio Leone parce qu'il arrivait souvent, régulièrement bourré sur le plateau. Donc du coup, Sergio Leone lui a dit soit t'arrêtes, soit t'es viré. Donc il s'est bien repris et a finalement accepté de ne pas picoler sur le plateau de tournage. Par contre, il a demandé un jour de deuil lorsque Bobby Kennedy s'est fait assassiner. Du coup, le tournage a été arrêté pendant une journée et demie pour que Jason Robards puisse faire son deuil pendant le tournage du film. Donc voilà, je vais terminer le résumé du film, parce que Charles Bronson est l'homme à l'harmonica, le solitaire et mystérieux, déterminé à se venger pour des raisons qu'il refuse de divulguer. Charles Bronson qui n'était pas forcément le premier choix de Sergio Leone. C'était James Coburn, à la base, qui devait jouer le personnage de l'harmonica, en tout cas dans l'esprit de Sergio Leone, sauf qu'il coûtait trop cher. Et ce problème-là, il y a beaucoup de rédacteurs qui ont décidé de faire un appel du pied auprès de Sergio Leone, notamment Terence Stamp, Warren Beatty, mais aussi notre bébel national, Jean-Paul Belmondo, qui avait fait du pied à Sergio Leone pour interpréter l'homme à l'harmonica. Non, mais attends, je suis en train d'imaginer à la place. C'est étrange en fait. C'est étrange, hein. C'est vraiment étrange. Quand j'ai lu cette anecdote, je dis tiens, ça peut être sympa de le signaler. Et surtout que c'est plutôt drôle dans le sens où Belmondo, quand tu entends ses interviews de l'époque de sa gloire dans les années 70-80, il a toujours dit qu'il ne souhaitait pas faire de film aux États-Unis. Notamment à l'époque où il était avec Ursula Andress, il vivait un peu aux États-Unis, à Los Angeles, et il avait toujours refusé apparemment d'accepter des films américains. Donc c'est vrai que le voir dans Il était une fois dans l'Ouest en 68, ça aurait été plutôt cocasse. D'ailleurs, Charles Bronson, qui joue un rôle très taciturne, très silencieux, très solitaire, ça rappelle un peu ses rôles qu'il va faire par la suite, notamment un justicier dans la ville. Fait plutôt drôle, c'est qu'en fait, Charles Bronson est comme ça dans la vraie vie. Était comme ça plutôt dans la vraie vie. Il était très solitaire sur un plateau de tournage, il parlait à personne. C'est Claudia Cardinal qui en parle, qui disait que c'était quelqu'un de très professionnel. Quand tu lui demandais de te lever de sa chaise pour faire le tournage, etc., il le faisait nickel, impeccable. Parfois même, il s'y connaissait mieux en technique que certains techniciens sur un plateau de tournage. Mais il parlait à personne. Il était souvent dans son coin à se planquer et à rester très taciturne et très silencieux. Donc c'est un trait de caractère de Charles Bronson qu'on retrouve régulièrement au cinéma, que je trouve plutôt drôle de retrouver aussi sur grand écran, quoi, et dans la vraie vie. Et bon, donc voilà, je peux percevoir que dans ce résumé, on ne parle pas de Claudia Cardinal. C'est triste. Sachant que c'est le personnage central du film, c'est ça qui est un peu bizarre. Et surtout que c'est à côté du gros code barre aussi, d'ailleurs le résumé est à côté du gros code barre. Donc, oui. Une jaquette pas très glorieuse au final pour un film qui fait partir vraiment du panthéon du cinéma, c'est quand même un peu dégueulasse. C'est ça, c'est ce que je voulais parler aussi en parlant de cette jaquette. C'était de dire que on peut faire des très grands films, de merveilleux films, mais que des fois les distributeurs peuvent se louper sur leur jaquette. Alors après, effectivement, il n'y a pas que eux qui décident de comment fonctionne le steelbook ou autre. Mais c'est vrai que c'est dommage, je trouve, de faire une édition pas aussi propre, par exemple, qu'ils ont fait pour Il était une fois en Amérique. C'est un gros coffret métal, vraiment dur, très beau, très imposant, et avec à l'intérieur énormément de choses à récupérer, quoi. Pas mal de goodies, pas mal de bonus, vraiment une très belle édition qu'ils avaient réussi à faire. Mais disons que là, même l'édition Blu-ray classique, qu'on voit souvent, est quand même beaucoup plus propre que ce que tu décris. Ah oui, c'est ça, hein. Moi, je trouve ça, normalement, un steelbook, justement, tu renforces le côté objet de collection. Hein, Moi, je me rappelle quand il avait sorti à l'époque, j'étais à la fac, j'en avais entendu parler, je me suis dépêché d'aller à la Fnac pour aller le chercher. Et quand j'ai vu dessus, je me suis dit bon, tant pis, je m'en fiche, je l'ai en Blu-ray, remaster et tout, j'étais très content. Et après, c'est vrai qu'à la longue, je me suis quand même dit sacrément moche, quoi. Et du coup, à chaque fois, j'attends une réédition qui n'existe pas encore de Il était une fois dans l'Ouest, pourquoi pas un jour en 4K. Mais, je crois qu'il y a un master qui a été fait il y a pas longtemps. Faudrait que je revérifie ça. Ouais, parce que j'ai cherché, justement au cas où si je pouvais me le procurer entre temps. Non, il y a un remaster qui était en cours. Je crois que j'en ai entendu parler. Où effectivement, il repartait du film des
des pellicules originales pour faire le master. Mm. Et faudrait que je retrouve où, mais il me semble qu'il y en a un qui est en cours et qui ferait vraiment plaisir au final, parce que là, se dire, alors faut évidemment pas qu'il massacre non plus, parce que pour moi en tout cas, un western avec une image trop lisse et sans grain, ça serait inadmissible. Ah oui, je suis d'accord. C'est pour ça que par contre, tu vois, même si la jaquette est pas terrible, par contre, le remaster, lui, est plutôt réussi. Hein. Niveau image, je trouve vraiment splendide et vraiment très bien remasterisé pour un Blu-ray de l'époque. Je crois que le Blu-ray a quasiment presque 10 ans, il me semble maintenant. Mais je le trouve plutôt propre et qui tient encore bien la route aujourd'hui à l'image et je le trouve vraiment, vraiment très très bien travaillé. Ouais. Mais bon, Donc, dans le cadre de ces films-là, en tout cas, si on pouvait avoir effectivement ce remaster en 4K et effectivement un HDR avec un étalonnage au poil, Ah oui, ça serait bien. Hein. ça serait très Surtout très bien. que il me semble, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, pour ça je vais le vérifier pendant que je te parle. Il me semble que le directeur photo de Était une fois dans l'Ouest est toujours vivant. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça ferait mal, surtout que c'est pour sa famille, si sa famille nous écoute, on sait jamais. Mais bien sûr, mais le monde entier t'écoute, le monde entier boit tes paroles. Ben oui. Voilà, Tonino Tellicoli. Voilà. Ah non, bah non, il est mort en 2005. Donc tu vois, j'ai dit une connerie. Donc voilà, donc c'est vrai que d'habitude, quand le réalisateur est décédé, ils font appel à ceux qui ont travaillé sur le tournage, notamment le directeur photo. Bon là, pour le coup, il est décédé, donc c'est un peu compliqué. Mais parmi les scénaristes, il y en a qui sont encore vivants, donc pourquoi pas faire appel à un certain Dario Argento pour travailler sur le remaster, parce que ça fait partie des Mais scénaristes tu ne du fais film. que citer des inconnus là. C'est fou. Gère de quoi? Eh Enfin ouais. voilà. Mais c'est qui ce type? C'est Dario Argento, qui n'est pas non plus cité sur la jaquette avec Bernardo Bertolucci. C'est fou quand même. T'as une équipe technique qui, comme ça, Ah c'est ouais. de nos jours, on m'aurait dit dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, on l'aimait pas. Peut-être. Enfin, Oui, parce on qu'à avait l'époque, Dario Argento était tout jeune, hein, était vraiment effectivement. jeune. Bernardo Bertolucci avait 2-3 films à son actif en Italie, donc c'était pas non plus voilà, très très connu. Mais de nos jours, pas mettre Bertolucci, ni Argento, ni Morricone. Mais les gars, vous avez fumé en fait. Ouais, et puis si je te dis qu'un certain John Landis a aussi travaillé sur le tournage, notamment pour la réalisation des cascades. C'est-à-dire qu'il a participé en fait en tant que pas réalisateur, mais en fait il a une chorégraphie des cascades. Oui, ah non, mais C'est en une fait, fois dans l'Ouest globalement, aussi. l'équipe, c'est fou en fait. Ah ouais, ouais, mais moi, à chaque fois, je relis les noms, que tu sais, dans le générique et tout, que tu vois les noms qui sont apparus, tu fais, oh ouais, quand même, il y a quand même du lourd. Bah Il y a ouais. du très très lourd, ouais. Et du coup, ouais, je te disais, donc sur le résumé, il parle donc des 3 hommes principaux, mais par contre, Claudia Cardinal est totalement effacée. Claudia Cardinal, qui à la base n'aurait pas dû être le personnage de Jean McBain, puisque c'était Sophia Loren qui a failli être imposée par un des producteurs du film, qui s'appelle Carlo Ponti, qui était le mari de Sophia Loren. Ouais. Sauf que Sergio Leone avait peur de Sophia Loren, notamment qu'elle vampirise le film. Donc du coup, il a été chercher son amie, Claudia Cardinal, pour jouer Jill. Et mes yeux et mon cœur lui disent encore merci aujourd'hui, parce que je pense que c'est le film où elle est la plus belle, en tout cas sur l'écran, avec Cartouche aussi. Moi, Cartouche, je l'aime bien, c'est dans Cartouche, avec Belmondo. On sent un petit amour Donc, pour Belmondo aussi, tiens, au passage. Hein. ah, bah Belmondo, ouais, parce que mon amour pour le cinéma est né en regardant les films de Belmondo aussi, hein, donc quand j'étais gosse, hein, donc forcément ça aide. Du coup, je vais reprendre un peu le fil de la jaquette. Alors, il y a des bonus dessus, hein, donc écrit façon, tu sais, un peu rentrée de bar de Far West, un peu, tu sais, de saloon. Donc bonus du Blu-ray, parce qu'il y avait un Blu-ray et un DVD du coup dedans. Donc dans le bonus du DVD, hein, c'est les commentaires audio. Dans les bonus du Blu-ray, il y a aussi les commentaires, hein, avec la participation donc, des réalisateurs. Alors là aussi, il y a des gens pas très connus, hein, notamment John Carpenter, John Milius et Alex Cox, qui donc sur le commentaire audio racontent plutôt eux leur vision du film, comment eux ils l'ont vécu quand ils l'ont découvert au cinéma. Donc je pense qu'ils faisaient partie des rares Américains à l'avoir vu au Cinoche à l'époque.
Euh, des historiens aussi du cinéma, notamment Christopher Freiling. Alors Christopher Freiling, il a notamment écrit une biographie sur Sergio Leone, sur le cinéma du coup de Sergio Leone et sur la façon dont il fonctionnait sa façon de penser, ses thèmes sur ses films. Donc c'est très intéressant ce qu'il a souvent à dire. Dr. Sheldon Hall, alors là par contre je sais pas qui c'est, je t'avoue. Des acteurs et de l'équipe du film, donc en fait ce sont ceux qui étaient encore vivants quand ils ont enregistré les commentaires audio en 2000, dans les années 2000-2003, dont Mm. le directeur photo dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça parce que j'ai vu les making-of que je vais te citer après, et du coup c'est pour ça m'a induit en erreur. Et également l'acteur Gabriel Verzetti qui joue le personnage de Morton. Je sais pas si tu te rappelles qui c'est Morton dans Il était une fois dans l'Ouest. Alors, moi, je t'avouerais que j'ai pas regardé le film depuis une dizaine Alors, il d'années. était une fois dans l'Ouest, donc du coup, parce que le résumé dont j'ai parlé ne résume absolument pas le film. Mm. En fait, Morton, c'est celui qui gère en fait la construction de lignes de train dans le film et D'accord. qui commande Henry Fonda d'aller, pas assassiner, mais d'aller faire peur à la famille de McBain à la base pour récupérer leurs terres et leurs points d'eau, Mm. notamment. Et donc Henry Fonda n'en a fait qu'à sa tête, évidemment, à tuer la famille, sinon il n'y aurait pas de film. Et Gabriel Ça aurait été Verzetti, d'ailleurs, dommage. ouais, Gabriel Verzetti qui joue Morton, mais qui à la base, c'était Robert Hossein qui aurait dû jouer ce rôle Oh. dessus, sauf qu'il a été bloqué par un planning très compliqué. Du coup, Sergio Leone a été chercher cet acteur, donc, qui est notamment connu pour un film italien plus que culte, qui s'appelle L'Avventura, que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et du coup, qui joue ce personnage de Morton alors qu'il est atteint d'une maladie des os. Et du coup, il est obligé de se déplacer dans le train en s'agrippant en fait à des grilles qui sont sur le plafond en fait du train. Ce qui rend en fait des séquences avec lui plutôt modernes en fait dans un certain sens et assez bizarre en fait dans un western américain. Mais dicté, c'est pas mal. En fait, c'est c'est entre guillemets, hein, un nouveau langage de cinéma, mais dicté par la nécessité d'un acteur ou une imitation technique de l'époque. Enfin, moi, ce genre d'anecdote, je trouve ça encore plus intéressant dans le sens où ça va après participer à créer une certaine Ah, mythologie. c'est le personnage qui a été malade, c'est pas l'acteur. Oui, Je sais oui, pas non, si... mais oui. Mais même au-delà de ça, en fait, c'est Ouais, en ouais. fait, tu crées un nouveau langage parce que tu contrains, forcé, ou alors même parce que t'as une idée comme ça et que ça va influencer réellement le reste, en fait. Là, c'est notamment Christopher Freiling, tu sais, dont je viens de t'en parler, qui disait de Sergio Leone que c'était pour lui le premier réalisateur postmoderne, dans le sens où, dans Il était une fois dans l'Ouest, il invente énormément de choses, notamment le côté méta pour raconter le cinéma américain et le Far West américain d'après le cinéma américain. En fait, ce film, Il était une fois dans l'Ouest, est un vrai maxi best-of du western américain. Et c'est en cela que ça fait de Sergio Leone, parce que non seulement il ne fait pas que copier ce qu'il a vu et ce qu'il a aimé du cinéma, notamment de John Ford, mais en fait il l'émule et surtout il en dit un propos, il en sort un propos. C'est pour ça que ça en fait de lui un des premiers réalisateurs, si ce n'est le premier réalisateur postmoderne du cinéma de son époque. Pour le reste du coup des bonus, il y a ce qu'on appelle 3 sets documentaires. Donc en fait c'est 3 épisodes d'un même documentaire. Donc un qui s'appelle Un opéra de violence, Le prix du péché et Quelque chose à voir avec la mort. Donc qui globalement raconte comment Il était une fois dans l'Ouest s'est créé. Donc par son idée, comment il est arrivé en fait à Sergio Leone l'idée de faire Il était une fois dans l'Ouest. Qui est arrivé en fait à la fin de la trilogie du dollar. Donc il ne voulait plus faire de western, Sergio Leone, il voulait plus en faire. Ce qu'il voulait faire, c'était Il était une fois en Amérique, dont il avait déjà le scénario déjà écrit, et il voulait partir du coup aux États-Unis pour commencer à le tourner. Sauf que les studios américains lui ont refusé et lui ont dit si tu veux le faire, pas de souci, mais tu nous refais un autre western. Donc là, il lui est venu l'idée de faire sa trilogie d'Il était une fois. Donc commencer par Il était une fois dans l'Ouest, après il y a eu Il était une fois la Révolution, et ensuite Il était une fois en Amérique. Et c'est pour ça qu'il a été aussi cherché un Bertolucci,
parce qu'en fait, il n'arrivait pas à sortir de son carcan habituel, de son western spaghetti habituel. Il voulait donner une autre dimension en fait à ce western. Il voulait raconter autre chose. Donc, comme je n'arrête pas de le dire depuis le départ, notamment sur l'histoire américaine et sur le cinéma américain. D'ailleurs, la colonne vertébrale du personnage de Charles Bronson, donc ce personnage taciturne, qui, on le sait, cherche la vengeance, qui est accompagné par un thème musical constant et par des flashbacks, n'est pas sans rappeler un certain personnage de Lee Van Cleef, non, et pour quelques dollars de plus. Et c'est pas anodin, parce que Sergio Leone, en fait, a repris l'idée du personnage de Lee Van Cleef et l'a juste greffé à Charles Bronson pour Il était une fois dans l'Ouest. Donc, tu vois, c'est de la Mais récupération bon, permanente pour avec, émuler et pour raconter un propos. mais avec une dimension pleinement différente, dans le sens où Bronson, en tout cas, a un air beaucoup plus renfrogné que Lee Van Cleef, en tout cas. Ah Moi, oui, c'est ce oui, c'est ce qui totalement. dégage. Mm. Et du coup, en fait, même si effectivement le personnage est en quelque sorte calqué, euh, le rendu fait par l'acteur, là, tu donnes une dimension vraiment beaucoup plus, enfin, vraiment différente. Bah, il y a toujours ce regard, tu sais, de Charles Hmm. Bronson, Ah tu sais, la oui, scène d'ouverture où il arrive avec le bruit, enfin, avec le son de l'harmonica, son regard, tu sais, mais qui dit tout, en fait, d'un coup, et t'es happé d'un seul coup. T'es vraiment oui. Hmm. bloqué, t'es focus totalement là-dessus. Et il y a cette présence de Charles Bronson qui envahit tout l'écran, bah, qui est certes beaucoup aidé par la mise en scène de Sergio Leone, notamment sa façon de dessiner un visage humain qui, moi, me saisit à chaque fois dans son cinéma, cette façon qu'il a, tu sais, d'arriver à choper le visage humain et de lui donner des tons, des cicatrices de côté âpre et sale, qui est vraiment presque un peu comme des statues, tu vois, un peu qu'on a Hmm. taillé, un peu. Je trouve ça toujours fascinant et c'est vrai que Charles Bronson ça s'inscrit parfaitement là-dedans. Bah, il a un visage plus buriné, beaucoup plus buriné. T'as l'impression vraiment abîmé par la vie qu'a pas C'est ça, Lee ouais. Van Cleef. Par contre, Lee Van Cleef, le regard qu'il a, c'est ce regard qui te fait peur. Mais tu le Ah, moi, c'est vois. un serpent, tu sais, c'est le regard de serpent, Oui, tu non, vois, mais tu sais, une il est phase. effrayant. Il est effrayant, en fait. Ah ouais. C'est dingue. Et, et ce regard-là, on le retrouvera bien des années plus tard, après, avec un. En tout cas, moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, Lee Van Cleef, en tout cas. Je n'ai Hmm. peut-être pas forcément une culture très impressionnante là-dessus, mais de le revoir chez Carpenter avec ce même regard qui te fait, mais qui te saisit. Moi, je trouve que voilà, on a vraiment un même personnage au final, comme tu disais, mais avec deux, deux compositions euh, et deux manières d'aborder, que ce soit de la part de l'acteur ou même du réalisateur, complètement différentes. Ce qui fait que quand tu le vois en première vue, t'as pas l'impression d'avoir affaire au même personnage, mais dans son écriture, si. Ah oui, mais c'est totalement ça, ouais. C'est totalement ça. Et c'est vrai que Lee Van Cleef, moi, je me rappelle toujours de le voir, pour moi, dans la trilogie du dollar, un peu comme ça, une sorte de prêtre, un peu, tu sais, qui sort un peu comme ça de temps en temps et qui vient, qui sort les guns après de sous sa toge. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image de Lee Van Cleef dans la trilogie du dollar. Chose que je... C'est un chiche marine, quoi. Ah oui, voilà, ouais. Alors que tu vois, dans le Charles Bronson, pour moi, c'est carrément autre chose, même si effectivement tu reprends exactement le même thème, mais il y a une autre dimension qui est apportée et un autre sens de la tragédie. Parce qu'au final, Lee Van Cleef le vit pas directement, en fait, ce qui se passe dans Pour quelques dollars de plus. En fait, c'est qu'il retrouve, je crois, sa sœur a été violée par le bandit du film, enfin par le méchant du film, qui veut se venger de ça. Alors que là, Charles Bronson, dans le film, il le vit beaucoup plus personnellement, en fait, ce qui se passe. Notamment par l'harmonica, je ne vais pas le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, et notamment par cet objet qui est l'harmonica. D'ailleurs, fait plutôt rigolo, pour le personnage de l'harmonica, il y a une sorte de théorie cinéphile qui veut que le personnage d'harmonica n'est pas humain, en fait, qui est une sorte de personnage un peu mystique qui représente la mort pure et simple. Pour étayer en fait ce propos, c'est qu'il y a la théorie de la balle magique dans le film, où au début du film, notamment lors de l'affrontement avec les trois du début du film, il se fait blesser. Cette blessure va disparaître
pour le reste du film. Il y a une autre séquence où on voit qu'il est blessé à la joue, c'est pareil, ça va disparaître au fur et à mesure du film aussi. Alors ces raisons, elles existent. En fait, c'est qu'il y a des scènes qui ont été coupées au montage et qui n'ont pas été restaurées, qui n'ont pas été remis sur le montage final du film. Mais ça donne du coup cette épaisseur à Charles Bronson, qui en fait il est là en tant que juge et bourreau du personnage de Frank. T'as vraiment cette impression-là qu'il est là pour juger en fait les hommes et pour finir d'effacer une génération d'Américains de western, tu sais, des vieux westerns américains, pour leur dire c'est bon, votre temps est passé et révolu. Aujourd'hui, le train arrive. Les jeunes comme Morton, les promoteurs, ce genre de choses débarquent et sont là pour vous effacer. Et c'est eux les nouveaux gangsters et nous, on n'a plus notre place. Et ce personnage de Bronson sert à ça aussi dans le film. C'est pour ça que ça lui donne un peu cet aspect un peu en mode ce personnage n'existe pas et en fait c'est un pur personnage mystique. Les flashbacks le prouvent que non, mais j'aime bien cette théorie à propos de Charles Bronson sur le tournage. Enfin, en tout cas sur le film. Et le film, au fur et à mesure des années, s'est construit sa propre cosmogonie aussi. Hein. Ah oui, totalement. Totalement. Ouais. Et c'est ça qui en fait aussi les grands films cultes ont chacun cette histoire-là, une histoire particulière et créent des mythes autour de ces films, autour de leur histoire. Dans les autres bonus, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a un chouette documentaire, Le chemin de fer, la révolution de l'Ouest. En fait, c'est des vignettes de chemin de fer, de l'histoire du chemin de fer aux États-Unis, avec des textes du film. Donc pas Ouais. ouf, tu vois, ça dure 2 minutes, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est juste pour te dire le chemin de fer, tu sais, un peu avec la voix de l'ORTF, les chemins de fer aux États-Unis, voilà ce que c'est, etc. Et après, il y a les lieux de tournage. Alors ça, c'est plutôt sympa. Les lieux de tournage, en fait, c'est pareil, ça dure 2 minutes avec la musique d'Ennio Morricone. Et en fait, c'est des photos en montée où tu vois les photos de tournage du film et tu vois les mêmes lieux aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Au moment où ils ont fait les photos dans les années 2000, début 2000. Et je trouve ça plutôt émouvant de revoir un peu les vieux décors reprendre vie devant toi avec ces photos-là, te dire ah oui, il y a quand même 40 ans qui sont passés devant toi. Même si la ville qu'on voit au début du film, avec la fameuse séquence mythique aujourd'hui, où la caméra se relève de la gare et on voit toute la ville apparaître, existe toujours à Almeria, en Espagne, et elle s'appelle, alors je crois que c'est Leon Town, ou un truc comme ça, ou la Villa Sergio, ou un truc comme ça, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Enfin, en tout cas, c'est un hommage au Western Spaghetti et à Sergio Leone. Et je trouve ça plutôt sympa à regarder. Et il y a après la fameuse galerie de la production qui sont des photos que tu passes les unes derrière les autres. Et ensuite, tu as la bande-annonce en HD. C'est la seule bonus HD de la galette. D'ailleurs, et c'est la bande-annonce du film de l'époque. Donc, pas ouf, hein, mais bon, c'est sympa quand même. Du coup, après, on va passer au crédit du film, donc, où tu retrouves Paramount Pictures, présente un film de Sergio Leone. Et là, tu retrouves Claudia Cardinal, du coup, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Incroyable, Avec ils y ont Gabriel. pensé à Claudia, au bout d'un Ouais, ils moment. ont enfin pensé à Claudia Cardinal. Mais c'est ça que je comprends pas pourquoi ils en parlent pas dans le résumé, surtout que le résumé parle pas du film en fait. Mais c'est souvent quelque chose que je retrouve dans certains jaquettes de DVD. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu lis le résumé du film, t'as l'impression qu'ils veulent pas parler du film. C'est qu'ils veulent te vendre un truc, mais sans te parler du film. Oui, bah c'est un peu le principe même des trailers aussi, qui essaient de te vendre un produit plutôt que de te vendre un film. Ouais, c'est ça, et je trouve ça plutôt dommage parce que était une fois dans l'Ouest, quelqu'un qui connaît pas, qui débarque là-dedans, enfin, tu comprends rien en fait. Tu dis par exemple pourquoi Jason Robards et Cheyenne accusés à tort du massacre d'une famille. En fait, c'est parce qu'il est accusé du massacre de la famille McBain que Frank a tué au début du film, tu vois. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui est pas forcément compréhensible et que tu débarques dans le film, tu dis mais en fait, ça raconte pas du tout ce que la jaquette m'a dit, quoi. Woody Strode, alors Woody Strode, donc c'est un des trois, du coup que je te disais, donc les trois de l'introduction, qui était connu lui par contre pour des rôles positifs, notamment dans les westerns américains. Il jouait un peu, tu sais, le gars sympa du héros ou ce genre de choses. C'est vrai que le voir jouer un méchant, pareil, ça peut un peu déstabiliser à l'époque, notamment aux États-Unis. Jack Elam, c'est celui qui se retrouve avec la mouche près de sa bouche et qui arrive à l'enfermer dans son flingue. D'ailleurs, c'est une vraie mouche qui tourne autour de lui sur sa bouche.
ils lui ont mis du miel autour de la bouche pour que la mouche puisse se poser dessus. Il y a que lorsqu'il l'attrape avec son flingue que c'est une fausse mouche. Alors ça se voit qu'en fait c'est une fausse mouche qui est en train de ramper sur le banc. C'est scandaleux. C'est Scandaleux. scandaleux, Ouais. franchement. Pour l'époque, ils auraient pu faire mieux quand même. Bah Après, ouais, il y a un minimum. d'autres acteurs, notamment Lionel Stander, Paolo Stoppa. Alors Paolo Stoppa, c'est le cocher de Claudia Cardinal au début du film, qu'on retrouve un peu plus loin dans le film aussi. Frank Wolf, Kenna Wynne, donc ça c'est pareil, c'est des acteurs et actrices, acteurs du film. Réalisé par Sergio Leone, donc 2 fois mention de Sergio Leone, donc si tu le loupes. Produit par Fulvio Marzella. Producteur exécutif Bino Sigonia, une production de Rafran San Marco, et donc pas de mention de Ennio Morricone à la musique, pas de mention de Bertolucci, ni de Dario Argento au scénario. Voilà, donc pour ça que je te dis, je trouve ça plutôt décevant et un peu. Enfin, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Bah, disons qu'en fait, mettre en avant ces 3 auteurs supplémentaires, ça donne une raison supplémentaire de voir le film. Bah, surtout qu'Ennio Morricone, si tu demandes à n'importe qui, tu dis Ennio Morricone, quelqu'un connaît Ennio Morricone, même s'il n'est pas cinéphile, même si, tu vois, je pense qu'Ennio Morricone est tellement connu que tout le monde peut au moins avoir entendu une de ses musiques de film. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas, surtout que dans d'autres jaquettes, notamment les jaquettes de la trilogie du dollar, tu retrouves Ennio Morricone dessus. C'est-à-dire, même sur la couverture, tu le retrouves direct. Là, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Ensuite, je retrouve accord parental, interdit à la location, Blu-ray. Alors là, ce qui est bien, c'est que tu as inclus la version restaurée. Donc, je disais, c'est la version longue du film et la version cinéma. Donc, il y a elle qui n'est pas restaurée en HD Blu-ray, qui est juste transférée de la version DVD de l'époque sur le Blu-ray. Voilà, donc il n'y a pas de changement par rapport à d'autres versions. Bon, après, je te passe les détails. Au cas où tu veuilles regarder. Au cas où tu veuilles regarder l'édition sur un 36 cm avec un lecteur Blu-ray branché dessus. Oui, ça peut être sympa. Oui. Bah, disons que pour t'as dû bouffer du bonus issu des versions DVD. Je vais prendre l'exemple moi issu de Commando. Un truc qui était sur le DVD qui s'est retrouvé sur le Blu-ray. Une fois que tu passes sur un écran dépassant une certaine diagonale avec une certaine résolution, l'écran peut faire ce qu'il veut pour essayer d'améliorer l'image. C'est dégueulasse. T'as mal. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et après, voilà, c'est comme je te dis, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, des remasters, des faux remasters où ils transfèrent en fait le master DVD sur le master HD. Ça va pas parce que non seulement tu as un ratio d'image qui est pas le même, et qui du coup fait souvent la plupart du temps un effet un peu soit étiré, soit loop, un peu bizarre, et surtout ça apporte des effets de dommages qui sont ultra voyants. D'une séquence à l'autre, tu peux passer des effets de flou dégueulasses à quelque chose de purement HD, et c'est bizarre. Là par contre, comme je te dis, sur Il était une fois dans l'Ouest, c'est pas du tout le cas pour la version restaurée. Enfin, heureusement. Ouais, heureusement. Bonjour, on a une version restaurée. Alors par contre, elle est moins bien que la précédente. Comment ça ? C'est ça. Non mais c'est déjà arrivé en plus. C'est déjà arrivé plein de fois. Je sais plus quelle édition d'un autre film, c'est pareil, ça avait fait un peu des remous sur les réseaux aussi à l'époque. Pareil, tout le monde s'en était aperçu que en fait ils s'étaient pas fait chier, ils avaient fait une grosse édition mais ils avaient rien changé dessus, quoi. Donc c'est un peu bizarre, surtout pour moi c'est de l'argent balancé par les fenêtres. C'est ça, c'est de l'argent, c'est du temps perdu pour ceux qui l'ont fait au final. C'est de l'argent jeté par la fenêtre par les personnes qui voulaient le voir absolument et qui voulaient une belle édition. Parce que voilà, moi je suis pas un fervent partisan d'avoir qu'un objet en physique. Par contre, pour moi, un film, c'est important de l'avoir en tout cas. Je regarde des films en démat et en physique, peu importe. Mais sur des métrages que tu aimes, tu apprécies, avoir l'objet et ensuite garder cet aspect de déjà le toucher, la collection et la transmissibilité, pour moi c'est quelque chose d'important. Donc dépenser de l'argent là-dedans,
et dire bon bah voilà, on a une j'ai à l'époque j'ai acheté cette édition, je sais pas, admettons, le prix moyen c'est 10 balles et tu dépenses 60 balles dedans parce que tu veux cet objet-là et que derrière le rendu, le travail original du réalisateur est gâché et le travail même des personnes qui ont conçu tout ça est gâché et que derrière tu te retrouves avec un film que tu ne peux plus apprécier comme tu l'as apprécié, c'est quand même dommage. Ah, mais c'est ça. Après, moi, c'est toujours cette idée que j'ai en fait d'un Blu-ray, DVD ou même VHS, hein. C'est cette idée de partage aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, alors moi c'est pareil, hein, je regarde des films sur tous les supports que je peux, hein, parce que j'essaie d'en bouffer autant que je peux. Mais du coup, ça m'aide aujourd'hui d'avoir des vidéoclubs à ta portée de main, genre Netflix, Amazon, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y en a d'autres qui s'y mettent, comme la Carlotta, qui a un super vidéoclub, qui est vraiment très intéressant. Et en plus, tu payes pas au mois, tu payes par forfait de 6 mois. Euh, et je trouve leur catalogue vraiment bon. Tu as Arte aussi, hein, qui font lui gratuit. Par contre, tu télécharges juste l'application, tu as un accès à des films en pareil à la demande aussi, qui est vachement bien. Donc la Cinémathèque aussi, la Cinétech, pardon, de Paris, hein, qui a fait aussi un site de VOD comme ça, où tu peux retrouver des classiques aussi. Mais au-delà de ça, l'aspect Blu-ray, l'aspect DVD, pour moi, il y a un vecteur de partage, comme tu disais, qui est très important. Et je me dis, tu vois, par exemple, là, bon, là j'ai mon fils, bon, il va avoir 6 mois, mais quand il sera plus grand, tu vois, je pourrais lui donner, lui prêter ses Blu-ray et lui dire, vas-y, choisis l'un dans ceux que tu veux, adapté évidemment à son âge, au cas où si ma femme l'écoute et m'engueule après. Euh, donc adapté à son âge, et là il choisit et peut mettre ses mains dessus, il peut choisir ce qu'il veut visuellement, tu vois. Alors que sur les portails comme Netflix et tout, t'es vite paumé. C'est-à-dire tu sais, t'as tellement de trucs que tu sais pas Oui. trop en quoi regarder, tu sais pas par quoi commencer, enfin c'est compliqué quoi. Donc Ouais. voilà. Bah, j'ai pareil à la maison. Moi, mes filles, elles ouvrent le tiroir, elles prennent. Après, forcément, il y a du contenu qui est pas forcément de leur âge, mais dessus, c'est indiqué quand même. Hein. Et, Oui, voilà. Et après, toi, t'es là aussi au cas où, enfin, tu vois ce que je veux dire. voilà, mais bah, typiquement, hein, hier soir, j'ai partagé plus de 2 heures devant Last Action Hero en Blu-ray où j'avais ma fille qui voulait garder absolument la jaquette dans les mains. Ah, voilà, pour moi, ça c'est quelque chose d'important. Et c'est elle qui a choisi. Mais c'est ça, hein. Tu leur laisses le choix. C'est après, moi, effectivement, là, je commence à me documenter, donc je raconte un peu ma vie, hein. On a acheté tu sais, les livres sur qu'est-ce que quoi montrer à tes gosses pour leur construire, c'est une sorte de cinéphilie, tu vois. Et des livres qui sont très bien faits d'ailleurs à ce niveau. Et c'est vrai que ça donne des pistes, tu vois, de réflexion pour te dire, ouais, tel film à tel moment, tu peux commencer à le voir et tout. Et du coup, je commence un peu à essayer de construire ma DVD tech aussi par rapport à ça. Tu sais, en termes de prévision, un peu me dire, tiens, ça sera prêt, etc. Et je me dis, tu vois, par exemple, un film comme Il était une fois dans l'Ouest, c'est pareil. C'est un film que j'aimerais transmettre. Alors oui, effectivement, la jaquette est pas terrible, mais au final, le film est très bien restauré à l'intérieur. Là, donc la galette est vraiment nickel. Donc je me dis, ce film-là, j'aurais à cœur de le partager avec mon gosse. Bon, moi, je suis beaucoup moins pragmatique que toi là-dessus. C'est plus comment est-ce que moi j'ai abordé le cinéma sans forcément de guide en Oui, étant bien sûr. gamin. Mais par contre, enfin, que ce soit toi ou moi, on est quand même arrivé dans une période faste. J'entends. Pour le cinéma, c'était. Il y a eu pas mal de périodes fastes, hein, pour globalement tout ça. Mais moi, étant né dans les années 80, j'ai commencé effectivement. Pour moi, mon premier film au cinéma, c'était SOS Fantôme 2. Donc c'était mon tout premier, j'avais 5 ans, j'ai pris la claque de ma vie. Et Est-ce que tu fais partie des gens qui ont été traumatisés par l'homme au portrait? bah bien sûr. Non mais t'as 5 ans. T'as 5 ans. Il m'a fallu, je crois, 3 ou 4 mois avant de pouvoir redormir tout seul dans ma chambre. Ah ouais, balèze. Ouais, non, ouais. Mais par contre, ça m'a marqué. Et je pense que ça faisait partie vraiment de cette période faste. Et en plus, là, on était dans une période faste et décomplexée du cinéma depuis, je pense, hein, après, je me plante peut-être, mais depuis la moitié des années 70, où ça avait pris vraiment une autre dimension. Il y avait eu d'autres périodes fastes, donc effectivement,
l'âge d'or d'Hollywood. On a eu en France toute la période de la nouvelle vague. Et là, vraiment, c'était pour moi vraiment un mouvement mondial de période faste du cinéma qui, après, j'ai l'impression, est un peu, le soufflet un peu retombé sur la fin des années 90 pour en partie redémarrer, mais je sais pas, là, ces dernières années, je trouve ça un peu... Il y a des choses, mais je trouve ça creux, en fait. Bah, c'est surchargé. C'est surtout ça, c'est que c'est vraiment surchargé. Et comme tu dis, en fait, c'est marrant parce qu'il était une fois dans l'Ouest, d'ailleurs. Bon, en France, ça a été un carton monumental parce que ça a fait plus de 15 millions d'entrées en salle. Et c'est arrivé au moment où la nouvelle vague a explosé, hein, qui est vraiment arrivée en France. Enfin, c'est plus dans les années fin 50, début 60, mais on connaît vraiment un énorme essor. Et aux États-Unis, il s'est planté notamment à cause de ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'époque où le cinéma indépendant américain a commencé à prendre le pouvoir. Easy Rider est arrivé, je crois, 1 an après, il me semble, en 69. Et le dernier film fleuve de presque 3 heures, qui a été aussi tourné à Cinecittà et qui s'est totalement cassé la trombine, je crois 3-4 ans avant, c'était Cléopâtre. Et dont les spectateurs américains n'en voulaient plus. Ils ne voulaient plus, tu sais, des grands films fast également. Et c'est pour ça qu'Il était une fois dans l'Ouest est arrivé. Et les Américains n'en voulaient pas, tout simplement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît être anecdotique, mais comme tu le dis, c'est par vague en fait que le cinéma se crée aussi ces genres. Les années 70, c'était le cinéma indépendant américain, notamment par ces grands réalisateurs prestigieux comme Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, John Milius aussi quelque part. Et dans les années 80, c'est la fin déjà de cette époque-là. Les années 90, c'est purement les années 80 recyclées, qui se recyclaient déjà, et qu'on va encore recycler d'ailleurs là, dans la décennie précédente qu'on a vécue. Mais après, à partir des années 90-2000, tu as l'effet aussi surcharge des médias. C'est-à-dire qu'on commence déjà à être un paumé entre le cinéma, la télé, l'arrivée d'Internet. Tout ça, c'est tout se mélange. Et là, aujourd'hui, on a encore plus d'écrans, donc encore plus de possibilités de contenu, de regarder des films. Et du coup, tu ne sais plus où donner de la tête et tu n'arrives plus à donner d'importance à ce que tu vas regarder. Et c'est pour ça que des films comme Était une fois dans l'Ouest, pour moi, aujourd'hui, sont quasiment impossibles à refaire aujourd'hui. Ou alors à des prix astronomiques et surtout avec des potentialités de chance de se casser la trombine assez fort. C'est pour ça que Martin Scorsese est sorti récemment là-dessus, d'ailleurs, en disant qu'aujourd'hui le cinéma est devenu, a été transformé en un objet de consommation, chose qui n'était pas dans leur époque à eux des années 70. C'est devenu un objet culturel. Autant dans les années 40-50, c'était quelque chose de consommable, parce que c'était un divertissement comme un autre et c'est même le lieu où tu sortais pour voir les actualités. Mais dans les années 60-70, ça prenait vraiment de l'art, ça prenait vraiment une importance artistique. Aujourd'hui, tu retrouves pour des films que le grand public ne s'intéresse pas, mais que le grand public, lui, par contre, continue, se vautre, effectivement, parce qu'on leur invite aussi à y aller plus facilement dans des films beaucoup plus consommables et facilement oubliables, pour laisser place à un autre. Après, je pense aussi que on dérive carrément, mais c'est pas grave là-dessus. On digresse. Ouais, non, là, si tu veux, c'est comme si le Titanic, il avait pas eu de moteur une fois arrivé à la moitié de l'Atlantique. Hein. C'est ça. Mais là où je veux en venir aussi, c'est que on arrivait à une période où l'accès au cinéma est hors de prix. Clairement, enfin, faut en tout cas par chez nous. Non, mais disons que par chez, en tout cas en France, à chaque fois que je vais au cinéma, j'ai l'impression d'avoir une extorsion. Vraiment, non, je veux voir un film qui m'intéresse et quand je me fais extorquer entre 9 et 12 balles, ça me fait mal au cul. Et l'arrivée de ces plateformes de SVOD permet quand même de garder ce côté démocratique du cinéma, puisque le cinéma, c'est un art démocratique, hein, clairement. C'est un art populaire, oui, tout à fait. Ouais. Et beaucoup moins guindé que d'autres arts, et pas forcément plus accessible, mais en tout cas moins guindé, sauf effectivement comparé à la musique, qui est quand même un art que tu vas voir dans son élément, mais qui te coûte un bras. Mais en tout cas,
c'est un art effectivement plus démocratique, populaire, et surtout plus facilement partageable. Et si tu veux, on a ce moment un peu, on a l'impression d'avoir ce moment un peu charnière aujourd'hui, où on n'a jamais été aussi abreuvé de cinéma, mais on n'en a jamais été autant éloigné à la fois. Ouais, parce qu'on a perdu le sens. Et je pense que c'est là, en plus, dans l'époque où on vit actuellement, où ça fait maintenant plus de 100 jours où les cinémas ont fermé, où tu te rends compte, moi, personnellement, j'y allais quand même plutôt régulièrement, où même si j'ai la télé qu'il faut, le home cinéma qu'il faut, tout ce qu'il faut, etc., le cinéma a quand même sa part. Le lieu en tant que tel a quand même sa part de magie. Et pour rester sur le thème de Il était une fois dans l'Ouest, un film comme Il était une fois dans l'Ouest, si tu le découvres, nous on l'a découvert à la télé. Bon, on va pas se mentir, moi je l'ai découvert, je crois, sur France 3 quand j'avais 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Attends, Mais et surtout dans France 3 le dimanche soir avec le cinéma de Monsieur Hédier. alors moi non, moi c'était le Non? mardi. Non, moi à l'époque c'était le mardi soir, c'était le film du mardi soir. Parce que je pouvais le regarder parce que j'avais pas école le mercredi. Tu vois, donc Ouais. c'est un truc que je me rappelle de ça. Et, et je l'ai découvert sur ma télé cathodique, sur France 3 et tout, à 7-8 ans, couché sur mon pouf avec à moitié la baffe au bec. Ça m'a pas empêché de pas d'aimer le film, hein, évidemment. Mais je me dis, au moins le voir une fois dans ma vie sur un grand écran, avec le son qu'il faut, avec la musique d'Ennio Morricone en plein dans les oreilles, l'image de Sergio Leone, les acteurs, les actrices du film, etc. Je pense que ça peut donner une autre dimension Bah, à c'est un ce c'est un autre métrage. niveau de lecture en tout cas. Enfin C'est voilà ça, quand et je. je pense que c'est ça, c'est leur vraie place au final. Alors, Et voilà. j'ai un avis un peu divergent parce que pour moi, être capable de voir Non, mais après je le comprends tout à fait, hein, je le du comprends tout à fait. cinéma, c'est en fait, c'est c'est plus globalement en fait, l'art doit être par principe en fait, doit être vu et entendu par tous et en tout temps, Oui, bien quel sûr. que soit l'art. Et Mmh. qu'il n'y a pas d'endroit spécifique pour que cet art soit visible. Effectivement, après, il y a des contraintes techniques, et là, qui vont faire que ton expérience auprès de l'art va être différente. Mais quand je vois, par contre, et là, ça m'attriste profondément, voir certains réalisateurs prendre position, disant que la place unique du cinéma, c'est dans des salles de cinéma, c'est que malheureusement, en tout cas, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'au final, ces personnes n'ont rien compris au cinéma. Parce que Bah, parce que le cinéma, c'est quand même né dans un endroit qui n'était pas adapté au cinéma. D'accord? non, bien sûr. Et, et le cinéma, c'est au final avoir la possibilité de voir une œuvre de cinéma. C'est bien d'accord, on est bien d'accord. En plus, sur ces principes-là, on parle d'un film, c'est une œuvre de cinéma. Ce n'est pas une œuvre que tu vois dans un cinéma. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord, hein. Voilà, Je suis le premier même si pour moi le cinéma, en tant que lieu, reste le lieu privilégié pour quand même bien sûr. regarder un film. Le cinéma en tant que définition populaire se doit d'être potentiellement visible sur tous les supports que tu veux. Après, effectivement, il y a des supports qu'on peut éviter plus que d'autres. Ça m'est déjà arrivé, et je le cache pas, de regarder des films sur mon téléphone Moi non parce plus. que j'ai pas Enfin, le choix ou autre. parce que tu es dans les transports, les trucs comme ça, et tu as envie Voilà. aussi d'avoir un moment de plaisir. Mais ça Enfin, voilà. j'arrive toujours à essayer de trouver quand même le moment, l'endroit où je suis sûr de pouvoir regarder le film tranquillement. Ne Bien pas sûr. être non plus dérangé par ce qui se passe autour, etc. Ça reste toujours à des moments d'essayer de contrôler mon environnement aussi. Après, Et c'est vrai que surtout, comme tu dis, le cinéma reste un état populaire où, effectivement, les gens doivent garder cette démocratie de visionnage, totalement. et pareil, t'as aussi un autre aspect, et là c'est plus humain, plus économique. C'est que, et c'est d'ailleurs pour ça au final que je me suis dit je vais me lancer sur ce podcast-là en partant de ce principe-là. C'est parce qu'au final, tout ça, ça fait vivre une industrie, et pas uniquement l'industrie de production de films. Une industrie qui te permet de profiter des films. Le fait Ouais, bien sûr. d'aller dans une salle de cinéma, bah, ça fait vivre des gens. Ça fait vivre
les distributeurs, le fait d'acheter ton DVD, ton Blu-ray, ta VHS, ça fait vivre des gens. À l'époque, des vidéoclubs, ça faisait vivre encore d'autres personnes. Enfin voilà, pour moi, en fait, en fait, être capable de se dire, je regarde du cinéma de la manière dont je veux, du moment qu'au final, je fais en sorte que les artistes, et, et au sens large, hein, vraiment tous ceux qui participent à la création des films, puissent toucher quelque chose du labeur qu'ils ont fourni. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Et par contre, ça me laisse quand même un peu perplexe de me dire, mon Dieu, je suis en train de me poser la question, comment est-ce que Sergio Leone et d'autres réalisateurs de l'époque et d'autres scénaristes de l'époque, etc., auraient vu ce qu'on a aujourd'hui. Je me demande comment ils auraient réagi. Bah, il y a des buts de réponse par le format qu'ils utilisaient, donc notamment le cinémascope ou ce genre de format, où tu prends un réalisateur comme Martin Scorsese. J'en parlais tout à l'heure par rapport à sa sortie, dont je suis d'accord avec lui d'ailleurs au passage. Lui, c'est un réalisateur qui a su s'adapter avec son temps. Et je pense que les plus grands réalisateurs, ceux qui ont vraiment une patte, vraiment un univers, etc., savent s'adapter. Et ils savent qu'il faut qu'ils s'adaptent à la technologie du moment, au format du moment et au budget qu'on leur donne du moment. Martin Scorsese, c'est pas par choix hein, qu'il va sur Netflix ou là chez Apple pour le prochain film, c'est parce que c'est là où il va choper le budget. Donc effectivement, s'il peut faire pour le cinéma, il le dit hein, d'ailleurs, quand il réalise un film, c'est pour le cinéma. Même si son dernier film, The Irishman, est sorti sur Netflix, il l'a composé comme si que le film allait sortir au cinéma. D'ailleurs, il est sorti au cinéma, pas en France, parce que par la chronologie des médias, mais ça c'est un autre débat, et ça a empêché sa sortie française, je pense au cinéma, et par les choix politiques, évidemment, de Netflix, parce qu'il n'y a pas que la chronologie des médias à mettre dans l'eau, mais il est sorti dans quelques salles dans le monde. Pour moi, voilà, un réalisateur comme Martin Scorsese sait s'adapter. Après, personnellement, un James Cameron, s'il te sort Avatar 2, 3 ou 4, je vais avoir du mal à me dire « Ah cool, je vais le voir sur ma télé », tu vois. Je préfère me dire « Ah putain, j'aimerais trop le voir sur un grand écran, un écran IMAX, avec le son qui va, avec l'image qui va, etc. » Le découvrir dans ce format-là, plutôt que de le découvrir sur ma télé, évidemment. Je pense que pour moi, ça paraît une évidence. Mais ça reste des réalisateurs qui s'adaptent avec leur temps, avec la technologie de leur temps, et surtout essaient de innover leur méthode et de révolutionner leur méthode. Et je pense que Sergio Leone, s'il était du moins encore vivant aujourd'hui, à mon avis, il serait presque centenaire, je crois, saurait s'adapter et aurait continué à révolutionner sa technique et jusqu'à ce qu'il atteigne un but. Qu'il avait atteint techniquement avec Il était une fois en Amérique également. Enfin voilà, mais pour moi, voilà, Sergio Leone aurait pu continuer à tourner des films et à tourner des très grands films s'il avait continué sa vie. Mais bon, on vient de démontrer quelque chose. On a digressé bien comme il faut, tout en retombant sur nos pattes à la fin. Je trouve quand même que c'est une certaine preuve de talent des orateurs que nous sommes. Tout à fait, nous sommes des vrais chats orateurs. Voilà, c'est ça. Contrairement à certains qui passent leur temps à débiter des trucs et on a du mal à raccrocher les wagons derrière, au moins nous arrivons, nous deux, grands modestes que nous sommes, à pas dérailler avec le train de Il était une fois dans l'Ouest. Tout à fait. Du coup, on va peut-être... on a déjà, au final, en partant de la jaquette, beaucoup parlé du film, beaucoup parlé de l'envers du décor aussi, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, et ce qui m'intéresse, et ce que je fais souvent, c'est qu'est-ce que tu penses de ce film ? Ah, c'est une sombre... Non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, évidemment, du cinéma, et je pense même que c'est même un film fondateur d'un certain cinéma. Parce que, comme je le disais, Une fois dans l'Ouest, c'est un vrai maxi best-of du cinéma américain, notamment du western américain. Et il arrive à le transformer en un film post-moderne, satire un peu aussi, une vraie satire de ce genre-là.
quelque chose qu'on va retrouver quelques années plus tard, notamment chez un certain Quentin Tarantino. C'est ce qu'il va faire après par la suite, c'est-à-dire qu'il va émuler plusieurs genres de films, plusieurs films en même temps et parler dessus, parler de cinéma. Et était une fois dans l'Ouest, c'est ça aussi, ça parle de cinéma. Ça parle du mythe américain, ça parle des États-Unis et c'est surtout la première porte d'entrée d'une trilogie sur les États-Unis. Et en tant que spectateur, là je l'ai revu en 2 fois du coup parce que par cause de conséquences d'horaires nocturnes, j'ai dû le revoir en 2 fois. Et à chaque fois que je me le remettais, que je repartais, etc., je me reprenais quasiment les wagons de suite et surtout je me reprenais une claque visuelle. Parce que Sergio Leone, c'est aussi une science de cinéma, c'est aussi une science de mise en scène. Chaque geste, chaque plan tourné veut dire quelque chose, raconte quelque chose. Et pour l'époque, et encore aujourd'hui très moderne. Les plans qui tournent, j'ai du mal à en retrouver encore aujourd'hui d'autant de qualité aujourd'hui. Il y a des séquences où je suis totalement abreuvé et j'en redemande. Donc, même dans l'écriture. Et pour moi, Il était une fois dans l'Ouest fait partie de ces grands films américains et italiens, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est un film italien, du cinéma, et qui en plus est rentré pour moi dans le panthéon du cinéma américain et une des pierres importantes de ce panthéon. Et moi, tout ça, ça me fait penser effectivement à la partie où je pense que c'est le côté le plus italien du cinéma de Sergio Leone. C'est le fait que, au final, toutes ces scènes extrêmement bien composées, ce sont des peintures qu'il dessine. Et là, et c'est pour moi, après, je suis peut-être le seul à le penser ou d'autres le pensent, j'en sais rien. Mais l'apport pour moi de Dario Argento, donc au final, on a parlé beaucoup t'as parlé un peu plus de Bertolucci que d'Argento, mais son apport principal, notamment, c'est ce côté très baroque des œuvres, même dans l'écriture. Le côté, en fait, Bertolucci lui a apporté le côté humaniste que Sergio Leone apprécie particulièrement, et Argento a apporté le côté un peu plus pop, un peu plus action. Oui, Et mais c'est surtout le côté œuvre baroque en fait, puisque voilà, là on est à la confrontation de beaucoup de cultures, que ce soit de la culture historique, de la culture cinéma et de la culture picturale, et on se retrouve en fait avec et là on rejoint d'ailleurs le mouvement postmoderne là-dessus aussi, et sur cet art contemporain qui commençait à pointer le bout de son nez avec tu viens de le dire, le côté pop en fait des choses. C'est ces œuvres un peu en mode de cadavre exquis, qui d'ailleurs est un peu hérité au passage du surréalisme, mais qui explose vraiment à l'époque. Et on se retrouve en fait avec des artistes qui se rencontrent avec un Bertolucci plus... ça me fait chier de dire ce mot classique, mais en fait dans son approche, dans l'approche de la peinture, si, il aurait été plus classique. Un Argento qui est un peu en mode pas chien fou, mais vraiment très baroque, très comment dire ça, ouais, non, mais même au-delà de ça, parce que le baroque c'est très voyant en fait, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je parle de côté pop. Vraiment, c'est ça qui en ressort, c'est que on parlait du personnage de Morton, tu sais, qui, comme je dis, de s'accrocher au plafond, des grilles du plafond. Je trouve que ça, c'est une idée, mais qui sort totalement du côté western et qui vient un peu une sorte de steampunk un peu bizarre, tu vois. Mais je trouve que c'est une des apports d'Argento, peut-être. Et avec un Leone et un Morricone qui sont là vraiment en tant que chef d'orchestre, être capable de faire jouer tout ceci ensemble en fait. Et notamment, c'est en fait, de nos jours, ça aurait été pleinement improbable d'avoir une peinture cinématographique, en tout cas de cet aspect.
Ouais, une mosaïque de talents assez disparate. Et c'est ça qui est, pour moi, Morricone est le ciment du film en fait. C'est-à-dire, c'est lui qui vient lier tous les blocs de tous ces talents disparates. C'est-à-dire, il vient aller chercher Henry Fonda pour jouer le méchant, aller chercher Bertolucci, Argento pour écrire un scénario de western spaghetti, Sergio Leone qui du coup essaie de filmer ça, un film sur l'Amérique mais d'un point de vue européen. Totalement européen d'ailleurs, avec uniquement ce qu'il a en tête, les images des films de John Ford, et tout en digressant dessus et en racontant un propos de fond derrière. Et derrière, Ennio Morricone est là pour tout unir et tout réunifier dans le fond. C'est pour ça que pour moi, c'est peut-être ma BO préférée, mon score préféré de Morricone, c'était Une fois dans l'Ouest, même s'il y a d'autres scores que j'aime beaucoup de lui. Mais Était une fois dans l'Ouest, pour moi, et de Sergio Leone et d'Ennio Morricone, même si Était une fois en Amérique, je trouve que c'est le chef-d'œuvre de Sergio Leone, ça fait partie des très grands films et des très grandes œuvres qu'ils ont pu composer ensemble. Ou Mm. même séparément. Ah, en tout cas, c'est en cela que c'est pas uniquement parce que on nous a rabâché ou on nous rabâche que Il était une fois dans l'Ouest est un classique, est un chef-d'œuvre, est une des œuvres fondatrices du cinéma, mais c'est aussi parce que en le regardant, on est capable de le voir en fait. Ça. C'est ça. Et on va tous avoir un niveau de lecture complètement différent parce parce que on va y voir des sensibilités qui vont nous parler. Ouais, qui vont diverger, qui vont changer en fonction de notre opinion, aussi notre culture. Donc pour moi, c'est vrai qu'Il était une fois dans l'Ouest symbolise aussi peut-être l'unification d'un cinéma populaire, d'un cinéma intelligent. De fait pour une classe un peu plus élitiste du cinéma et peut réunir aussi un certain côté populaire aussi. Parce qu'il y a énormément de morceaux où même si t'es pas fan de cinéma, tu peux quand même t'accrocher à Il était une fois dans l'Ouest et t'amuser devant. Rien que le personnage de Cheyenne est là pour t'amuser aussi. Donc c'est pour ça que moi, Il était une fois dans l'Ouest, je comprends parfaitement pourquoi en France, alors il y a eu effectivement ce côté un peu révolutionnaire dans les années 68, notamment mai 68 où Il était une fois dans l'Ouest est sorti un an après. Et du coup, ça a permis à ce que le film fasse 15 millions d'entrées, ce qui est quand même impressionnant. Le seul film qui l'avait battu, je crois, à l'époque, c'était La Grande Vadrouille, il me semble. Et après, il a fallu attendre Titanic, puis Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. Mais ça reste assez extraordinaire. Tu te dis que pendant des semaines, il y a eu un cinéma à Paris qui le faisait tourner H24. Pendant des jours et il ne faisait que tourner Était une fois dans l'Ouest H24. Donc c'est pour montrer à quel point en France, à sa sortie, après je parle pas des multiples rediffusions à la télé, ce film est devenu très important dans notre paysage. À tel point que même moi gamin, quand on me parlait d'un western, pour moi c'était Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Le symbole du western pour moi c'était Bronson. Et après c'est devenu Clint Eastwood. Et puis après j'ai découvert les films de John Wayne. Donc c'est pour ça que moi j'ai digressé à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé par le western spaghetti et après je suis arrivé dans le western classique. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à rentrer dans le western classique à cause de ça. Mais c'est western classique, c'est très dualiste en fait. Hein. Il y a très, enfin, je trouve en tout cas qu'il y a très très peu de nuances. ça dépend les œuvres, hein, mais après oui effectivement, ça reste du John Wayne. Je sais plus, je crois que j'avais vu, c'était un coach de football qui avait sorti ça, qui avait dit à un de ses joueurs, toi t'es comme John Wayne. Ça veut dire que tu laisses jouer les copains et si tu vois qu'ils galèrent, tu débarques et t'es le héros. Donc c'est comme ça, c'est John Wayne, c'était ça. Ouais, mais enfin Il attention, ça débarquait, reste quand même l'homme le plus classe du monde. c'est l'homme le plus classe du monde. Ça, tu peux pas le nier, quoi. Enfin voilà, en tout cas, pour moi, Il était une fois dans l'Ouest, évidemment, je le recommande très chaudement, même si la jaquette est loupée. Mais le master, lui, est topissime et le film est plus qu'un classique et pour moi fait partie d'un des panthéons importants du cinéma mondial. Mais comme en fait une énorme frange de l'œuvre de Sergio Leone, plus largement. Oh, oui, parce que même Il était une fois la Révolution, qui je trouve est souvent oublié. D'ailleurs, je comptais du coup me refaire la trilogie d'Il était une fois.
Mais Était une fois la Révolution, je trouve qu'il est légèrement oublié, alors qu'il y a quand même de très gros morceaux de cinéma encore dedans. Après, il y a le gros chef-d'œuvre qui s'appelle Était une fois en Amérique, qui fait partie de mes films de chevet, tout à côté de Blade Runner notamment. Voilà, il y a la trilogie Était une fois, c'est la trilogie de Sergio Leone. Après, pour moi, effectivement, la trilogie du dollar, je le vois plus comme des films de divertissement où tu t'amuses devant et même si Le Bon, la Brute et le Truand a un propos de fond quand même beaucoup plus intéressant que ces deux petits frères. Mais Était une fois, les Était une fois, elles sont vraiment extraordinaires et elles sont pour moi les gros morceaux de cinéma de Sergio Leone. Il en a fait très peu de films, malheureusement. Il n'en a fait que 7 en tant que réalisateur. Mais ça reste, pour La Cloche de Rhodes, c'est un peu moyen. Et le premier, pour une poignée de dollars, c'est pas non plus génial, mais c'est quand même très sympa. C'est quasiment tous des très grands films, voire des chefs-d'œuvre. Bah, voilà, je pense que t'as à peu près tout dit sur l'œuvre de ce monsieur qui a montré une autre direction dans la manière de concevoir, outre le western, de concevoir un film en fait. C'est ça. Et Tout à fait. Et je te remercie de m'en avoir laissé parler. ah non, mais après t'aurais pu parler de complètement autre chose. Hein. Je sais plus ce que tu m'avais envoyé pour en J'avais hésité parler. avec Chasse à l'homme et Knight Rider. Oui, bon, on en aurait parlé aussi avec énormément d'amour. C'est Tout à d'autres fait. films d'amour. C'est pas pareil. En fait, j'essaie de trouver des films, les films qui me restaient, où je me disais, tiens, ça pourrait être sympa, tu vois, de faire des branches dessus et de partir un peu sur tel truc, tel truc, tel truc. Et après, c'est vrai, comme je disais, Était une fois dans l'Ouest me faisait l'œil depuis un petit moment de le revoir. Donc, je dis, tiens, c'est l'occasion de me le refaire et de pouvoir en parler avec plaisir avec toi. Bah écoute, je t'en remercie en tout cas d'être venu avec les bras chargés de cadeaux. Ah ouais, très chargé. Hein. Très chargé, voilà. Pas mal digressé, effectivement. ouais, mais bon, disons que, en tout cas, ça permet de parler de cinéma, pas forcément dans la manière dont t'en parlerais pour d'autres œuvres. C'est ça. Voilà. Mais avec les autres aussi, ça aurait été pareil en fait, parce que ils sont d'autant de moyens d'aborder le cinéma différents. Et je personnellement, en tout cas, moi, je prends toujours mon pied à regarder un bon vieux Jean-Claude Van Damme et j'en prends tout autant à regarder un Sergio Leone ou alors dans d'autres registres complètement différents, regarder un Cameron ou regarder un Fritz Lang. Voilà, pour moi, c'est juste des manières de voir du cinéma et pas forcément parce que ce sont des classiques ou parce que d'autres personnes ont jugé que tu devais les voir. Oui, mais c'est ça. Puis après, ça fait partie du mood du moment aussi. Parce que une fois dans l'Ouest, c'est quand même 3 heures, quasiment 3 heures à se mettre dans la tête. Même si ça a beau être un film très cool et très sympa à suivre, ça reste 3 heures à se mettre dans la tête. Même si tu le vois vraiment pas passer. Hein. Ah oui, et puis derrière, tu peux en parler pendant plus d'une heure et demie, parce que là, c'est ça. Même après montage, on excédera l'heure et demie d'émission, ce qui sera la première fois. Je te souhaite bon courage pour le montage. Non, ça va, parce que la partie où ça coupe, autant le dire tout de suite, ça va couper un moment. Vous allez le remarquer. Je vais essayer de le cacher. Ça va couper. Ouais, c'est ça. Mais non, ça va trancher. Ça va trancher. Ça va, elle est facilement identifiable. C'est le moment où on t'entend plus et c'est le moment où on parle d'Henry Fonda et Jane Fonda. Voilà. Sacré Jane Fonda. Ouais, elle nous l'aura fait couper. C'est ça. Enfin voilà, non, en tout cas, c'était ravi de t'avoir accueilli dans mon tout petit et tout mignon podcast où il y a des gros mots qui sont souvent dits. Et pour parler d'un film un peu plus rangé que ceux dont je parle d'habitude. Ouais, mais ça reste dans ton thème, je trouve, personnellement. C'est pour ça que je trouvais que ça reste. Ça sortait pas. Alors aujourd'hui, ça reste. On est sur un film de genre.
aujourd'hui. C'est ça. Mais dans dans les années 50, à la fin, et dans les années 60, on aurait parlé d'un genre majeur. Ah oui, tout à fait. C'est vrai Voilà. qu'aujourd'hui, le western, il n'y en a plus trop au Cinoche. C'est même dommage. Mm. Moi, dans mon dernier souvenir d'un western au Cinoche, c'était pour True Grit. Ah oui, ça commence à remonter. Ouais. Ouais, c'est... J'avais pas vu Hostile au cinéma, mais True Grit, j'étais allé le voir au cinéma. Ah ouais. Bah, moi, le dernier film que j'ai vu de western, c'était avec, tu sais, avec Kurt Russell. Ah, je me rappelle plus le titre. Il est vachement bien en plus, celui-là. De Euh, Steven Zayen. Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Tant pis, mais il est vachement bien. Ouais, je vois un peu l'affiche, ouais, en plus. Ouais, où en fait, c'est plus une sorte de prisonnier du désert remaké avec pas des zombies, mais pas loin. Mais c'était vraiment très sympa celui-là. Et après, on avait revu le remake des 7 mercenaires. Donc lui, par contre, vous pouvez l'éviter. Aucun problème. Ouais, en fait, ils ont un peu trop insisté sur le casting. Légèrement. Voilà. Ils ont oublié le reste. Mais bon, c'est pas grave. Bon, Ça arrive. après, pour le casting, ça vaut quand même le détour. Ouais, oui, c'est vrai que Denzel Washington, faut toujours voir Denzel Washington, ça c'est clair, mais ça fera jamais de mal. Voilà. Disons que ça fera toujours du bien parce que ça lui permet de passer à un autre film derrière. C'est ça. C'est ce Voilà. qu'on se dit. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux personnes qui vont nous écouter d'ici la semaine prochaine, maintenant? Alors, veuillez m'excuser d'avoir parlé pendant 1h30 quasiment. Mais voilà, c'était avec plaisir et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi d'écouter. Et un petit message, Marc, je suis désolé, je t'ai battu tes 48 minutes. Voilà, magnifique. Alors maintenant, il va se réinviter. Et ça sera pire parce qu'au moins, à la limite, tu me laissais parler, sauf que Marc ne laisse pas parler les gens. Bah, c'est pas qu'il laisse pas parler. C'est que, en fait, il upgrade ta parole, tu vois. Ouais, bah il a l'habitude de faire du downgrade, alors forcément. C'est ça. Oh oh oh. Oh. On tisse des liens. Ouais. Ah, on est Donc, bah, du coup, on en profite. Hein. Donc, Marc, qui était passé il y a un mois maintenant, qui est la voix principale du podcast Downgrade. Et écoutez Downgrade si vous aimez le jeu vidéo général. Mais allez-y et prenez le DLC Diego, c'est mieux. Oui. C'est Diego. Et puis, si vous avez des minutes devant vous, n'hésitez pas à aller sur le site de Cinéverse aussi pour lire les chouettes articles de chouettes rédacteurs, même si moi je n'écris pas trop en ce moment, mais il y a des très bons rédacteurs qui sont toujours très actifs. Voilà, n'oubliez pas aussi, hein, pour toutes ces publicités, je touche de l'argent. Des royalties en Royal Canin. En partie, ouais, en partie, sachant que j'ai pas de chien, ça me sert pas trop et ça encombre plus mon cellier qu'autre chose. Si on pouvait changer de sponsor, ça serait cool. Je sais pas, en bière par exemple, ça serait sympa. Ok, bah, ouais, c'est ça. En tout cas, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain Parlons Jaquette dans un mois. Désolé pour le rythme un peu erratique pour le format normal de la jaquette. Disons qu'en ce moment, j'ai envie de m'aérer un peu l'esprit plus personnellement, donc bah, je prends un peu plus de temps. Donc normalement, les 2 épisodes devraient sortir la semaine prochaine, donc, sur la même semaine, pour votre plus grand bonheur. Sachant que bah, pour le prochain épisode, je vous réserve un petit truc un peu sympathique, hein, pour parler d'un acteur très très peu connu et d'un réalisateur peu connu aussi. Voilà. Bah, en tout cas, achetez du Blu-ray, achetez du DVD, consommez du cinéma tant que vous pouvez, et si ça vous fait réfléchir, tant mieux. En tout cas, faites-le légalement, s'il vous plaît. C'est important parce que, ben, actuellement, comme disait notre très cher ami Vincent ici présent, ça fait plus de 100 jours que ben, les salles sont fermées et c'est quand même une grosse source de revenus pour derrière toute l'industrie qui en vit. Je vous dis donc à dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Jaquette. Salut! Bisous.
The railroad. The boom towns. A new life. And the promised land. Once upon a time. The widow, the land grabber, the outlaw, the gunman, the man in search of a name. A film by Sergio Leone, who gave a new face to the West with a fistful of dollars for a few dollars more. And the good, the bad, and the ugly. Starring Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, and Jason Robards. A manhunt. A vendetta.